Bonjour et bienvenue sur le webinaire sur les hormones. Mon nom est Stéphanie Hines. Je suis naturopathe. J'ai été formée par le CMDQ, donc le Collège de médecine douce du Québec. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous parler des hormones parce que je crois que c'est un sujet qui est un peu méconnu, mais qui est tellement important pour pouvoir équilibrer sa santé et avoir des actions à long terme, là, justement, sur tout ce qui fait que votre corps fonctionne à bon escient. Donc, compréhension et approche naturopathique. Le côté compréhension est un des points les plus importants quand on veut adresser des problèmes sur le long terme. Parce que souvent, on le sait qu'est-ce qu'on a à faire, mais est-ce qu'on comprend bien c'est quoi les conséquences de nos actions? Est-ce qu'on comprend bien justement qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Puis c'est souvent ça l'élément déclencheur qui fait qu'on a le goût d'apporter des changements quand on comprend un petit peu plus qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat et qu'est-ce qu'on peut faire pour bien y arriver. Et dans le fond, les approches naturopathiques, j'ai décidé d'ajouter cette petite phrase-là parce que dans la thématique des hormones, c'est très important aussi. Donc, ce que tu fais chaque jour compte plus que ce que tu fais de temps en temps. Pourquoi? Parce que dans notre société d'aujourd'hui, c'est pas pour mal faire, mais on est seulement habitué d'avoir tout ce qu'on a de besoin assez rapidement. Donc, on va parler de nourriture, on va parler d'information, on va parler de tout ce qui est justement qui est là dès qu'on le désire. Donc, quand on veut parler de santé et surtout d'hormones, ça prend un petit peu plus de temps que qu'est-ce qu'on croit. Donc, l'important ici, c'est la fréquence et non pas justement le volume de choses que vous faites. Donc, si une journée par semaine, vous faites exactement tout ce que vous avez à faire pour être en meilleure santé, c'est très bien, mais l'important, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez faire au quotidien. Donc, on va aller en parler un petit peu plus en profondeur. Aujourd'hui, la définition, dans le fond, pour les hormones sexuelles, eh bien, vos hormones régulent autant la reproduction que la libido, le cycle menstruel et bien plus encore. On le sait que toutes ces hormones-là ont un effet protecteur aussi là, qui va au-delà de justement la reproduction. Par contre, c'est un bon signal d'alarme quand il y a une problématique à ce niveau-là, autant pour la libido que le cycle menstruel et bien plus. Donc la naturopathie, je crois que c'est vraiment l'art d'écouter son corps, écouter les symptômes, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, c'est ce type de problématique-là qui va nous aiguiller un petit peu sur qu'est-ce qui se passe. Donc, si vous avez une baisse de libido, que vous avez des troubles au niveau de votre cycle menstruel, eh bien là, c'est un signal d'alarme qu'il faut comprendre qu'il se passe quelque chose et qu'on doit apporter des changements. On va parler principalement des estrogènes, la progestérone et la testostérone qui vont toutes justement là, jouer ensemble durant le cycle féminin. Elles sont produites principalement par les gonades, donc les ovaires et les testicules, sous la régulation du cerveau, donc l'hypothalamus et l'hypophyse. Je vous ai mis un petit visuel ici. Donc le message va toujours partir du cerveau. C'est de cette façon-là qu'on peut avoir une rétroaction, donc un certain contrôle lorsqu'il y en a trop. Après ça, ça va diminuer là, justement avec l'hypophyse. L'hypophyse va aller stimuler la GnRH, qui est une hormone qui vient stimuler les ovaires et les testicules qui, eux, après ça, vont faire la LH et la FSH et on va avoir justement là, la production de estradiol et testostérone. Donc, ça s'appelle l'axe hypothalamo-hypophysogonadique. C'est très intéressant. Est-ce que vous allez parler de... Est-ce que vous allez dire ces mots très souvent? Je ne pense pas. Mais c'est important de savoir comment ça se produit. Donc, comme je viens de l'expliquer, l'hypothalamus va sécréter la GnRH, qui est une hormone qui vient stimuler la LH, donc hormone lutéinisante, et la FSH, qui est hormone follicostimulante. On va parler de ça un petit peu plus loin. Mais voilà, c'est ceux-là qui vont aller produire vos hormones sexuelles. Et au niveau du cerveau, on a le mécanisme de rétrocontrôle, donc justement pour avoir un équilibre quand que justement les taux sont atteints. Lorsque le cerveau perçoit là, que justement il y en a assez qui ont été faits, là, la sécrétion va être freinée ou accentuée dépendamment justement de où est-ce qu'on est rendu dans le cycle. C'est des hormones qui vont être pulsatiles, donc ça veut dire qu'ils vont toujours être sécrétés en petite quantité sur le long terme. Et puis quand on est à un point du cycle X, eh bien là, il va y avoir une sécrétion qui va être un peu plus rapide.
Donc, les rôles principaux de nos hormones, l'estrogène, progestérone et testostérone. Pour l'estrogène, c'est une hormone qu'on aime énormément. C'est très important là pour la santé de la femme. Elle a un effet aussi qui est protecteur au niveau justement du système cardiovasculaire, de vos os et tout ça, mais principalement développement des caractères sexuels, croissance de l'endomètre, va stabiliser l'humeur et ainsi que la densité osseuse. La progestérone, elle stabilise votre endomètre, donc au niveau de l'utérus, là, quand on va avoir là, les saignements au niveau des menstruations, c'est l'endomètre là, qui se défait. Dans le fond, c'est un peu ça qu'on voit comme conséquence. La progestérone vous prépare à la grossesse. Donc, quand on a nos menstruations, justement, c'est à ce moment-là que la progestérone décline. Si vous êtes enceinte, eh bien là, la progestérone ne décline pas et va juste aller en s'augmentant. On l'aime beaucoup, la progestérone, pour son effet calmant. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais justement, là, au niveau du syndrome prémenstruel, on a vraiment, quand on manque de progestérone, on a vraiment cet effet-là là, qui est plus erratique, irritable, nervosité et anxiété qui peut avoir vraiment un effet sur le comportement de la femme. Puis c'est vraiment dû au manque de progestérone. Donc, on garde ça en tête que la progestérone, elle est là pour nous relaxer, nous calmer. Et c'est pourquoi on l'aime beaucoup. La testostérone, quant à elle, va souvent être plus associée aux hommes. Par contre, elle est très importante dans le cycle féminin. Elle va avoir un impact sur votre libido, votre énergie, votre capacité à aller avoir de la masse musculaire aussi, même si c'est pas en même quantité, donc aussi présente chez la femme en moindre quantité. Mais tout de même, elle a son rôle à jouer. Je vous ai mis un petit visuel au niveau du cycle féminin. Ça, c'est quand même assez important de garder ça en tête. Toujours de savoir un petit peu où est-ce que vous êtes situé dans votre cycle. Pourquoi? Malgré le fait que vous n'avez pas nécessairement de problématiques ou de pathologie là, qui va être reliée à ça, c'est important de savoir où on en est. Pourquoi? Parce que au niveau du cycle, là, des fois, on a des journées qu'on se sent mieux que d'autres. Donc, souvent, ça va être dans la première partie du cycle, justement, là, après les menstruations. Donc, quand on est dans les menstruations, c'est vraiment les premières journées là, qui sont les plus basses au niveau hormonal. Mais après ça, ici, on va avoir vraiment un beau pic d'énergie qui est, dans le fond, c'est votre estrogène là, qui commence ici là en orange. Donc, dans la première partie du cycle, qui va vraiment briller de mille feux. Et c'est souvent le moment du mois où est-ce que la femme va se sentir le mieux au niveau de son énergie, de son stress et tout ça. Après ça, on a l'ovulation qui vient aussi être souvent non problématique et même qui va nous supporter là dans nos actions. Puis après ça, la fatigue souvent revient plus au niveau de du pic de progestérone, malgré le fait qu'il y a toujours un peu d'estrogène. Mais voilà, il y a vos autres hormones aussi, qui est l'hormone lutéinisante et follicostimulante. Là, donc, on a parlé de ça. Et puis, après ça, à partir du jour 28, là, mais ça décline et ça s'en va jusqu'aux menstruations. Donc, voilà. Donc, les menstruations, on garde en tête que ça débute le jour 1. Donc, dès que vous avez vos premiers saignements, vous savez que vous êtes à votre première journée au niveau de vos règles. Pourquoi c'est important de savoir, c'est ça, environ à quel point, où est-ce qu'on se situe au niveau de notre cycle? Justement, c'est pour, est-ce que je me sens angoissée parce qu'il y a un événement spécial qui arrive, ou bien, non, c'est parce que justement, je suis dans ma phase lutéale et que j'ai un petit peu moins d'énergie. Donc, ça nous aide à mieux nous comprendre et même parfois, ça peut nous aider à mieux planifier nos activités. Donc, tu sais, peut-être que c'est pas la meilleure des idées d'aller se prévoir des activités qui sont très, très, très demandantes alors que vous savez que vous allez dans votre phase lutéale. Donc, peut-être que c'est mieux de devancer et d'aller plus vous mettre des grosses activités peut-être plus stressantes ou quoi que ce soit dans la phase folliculaire. Donc, parce qu'à un moment où vous avez plus d'énergie, voilà, mais qu'il y a toutes sortes de petites informations qu'on peut garder pour être à son meilleur. Donc voilà, c'est le moment où est-ce que les hormones sont à leur plus bas au niveau des menstruations. Par contre, on a un besoin calorique peut-être un petit peu plus accru. Ça va dépendre de chaque personne, mais dû à l'évacuation et à la reconstruction là, de votre endomètre, souvent
on a peut-être un petit peu plus faim qu'à l'habitude, c'est correct d'aller honorer ce besoin-là sans pour ça se donner toutes les raisons de dévorer qu'est-ce qu'on trouve par ennui ou par stress. C'est vraiment juste une petite collation supplémentaire là, qui fera pas de mal à personne. Possibilité d'anémie dans ces périodes-là, surtout si vous êtes une personne qui avait tendance à avoir des pertes de sang très intenses, donc des hémorragies. C'est quelque chose que vous pouvez supporter votre corps là avec ça, que ça soit des suppléments de fer au besoin si vous voyez qu'il y a une très grande fatigue, une perte au niveau des couleurs là, du visage de quelqu'un qui est... Oups! Mon cœur fleur de cerisier. Désolée pour ça. Donc, voilà. Donc, anémie possible si perte de sang, hémorragie. Donc, durant l'ovulation, un pic de LH, donc l'hormone luteinisante, due à la GnRH, donc le déclencheur qu'il y a au niveau du cerveau. Il y a une libération au niveau de l'ovule, changement de la glaire cervicale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut visuellement avoir comme information qui va être justement... si vous êtes quelqu'un qui essayait soit de tomber enceinte ou au contraire qui ne voulait pas tomber enceinte, votre glaire cervicale, dans le fond, c'est vos pertes au niveau vaginal. Donc, vous pouvez voir là, une différence au niveau de la texture. Ça va devenir un peu plus transparent, un peu plus translucide, un peu plus comme un peu un blanc d'œuf. Donc, on peut savoir là, qu'on approche de l'ovulation lorsqu'on voit ce changement-là. Si vous voulez l'éviter ou au contraire le viser là, pour avoir une fécondation. Après ça, au niveau de la température aussi, c'est que vous êtes quelqu'un qui voulait faire attention au moment où vous êtes en ovulation, de prendre sa température au niveau du matin, là, lorsqu'on se réveille. Et vous allez remarquer qu'il va y avoir une petite température au niveau de au niveau de l'ovulation, vous allez avoir une petite augmentation de la température. Donc, c'est un moyen d'aller vérifier ça. Il va aussi avoir un pic de testostérone juste avant l'ovulation, donc une ou deux journées avant. C'est pour stimuler votre libido dans le fond, pour vous influencer à avoir des comportements plus sexuels. Donc, votre corps veut toujours se reproduire, ce qui est totalement normal. Donc, si vous remarquez que vous avez plus envie d'avoir des activités sexuelles juste avant l'ovulation, mais souvent, c'est ça, vous pouvez vous dire que c'est un bon signe et que vous êtes équilibré. Alors voilà, donc c'est une bonne chose. Vous êtes équilibré hormonalement et voilà, ça contribue aussi à la maturation des follicules. Ça va vous donner peut-être un peu plus d'énergie. Vous allez même voir peut-être des fois des changements au niveau de la peau, donc ça va aller stimuler le collagène au niveau de votre peau. Donc vous avez peut-être un effet qui est un peu plus glowy, si je peux dire. Voilà. Et après, nous avons la dernière phase, donc c'est la phase lutéale. La phase lutéale, souvent, c'est la plus difficile pour la femme. C'est là qu'on a notre pic de progestérone. Et pourquoi je dis que c'est souvent la plus problématique? Parce que c'est souvent celle qui va révéler le plus de problématiques. Donc, on va avoir plusieurs raisons pour ça, mais majoritairement, on voit beaucoup le stress. Donc, l'accumulation de stress va apporter plus de syndrome prémenstruel. Donc ça, je vais en parler un petit peu plus tard là, dans des pathologies reliées aux hormones. Donc, c'est un moment où la progestérone est censée être présente. Et après ça, on a la stabilisation de l'endomètre. Donc, l'endomètre se reconstruit là, tranquillement pour avoir des menstruations ou pour accommoder la fécondation. S'il n'y a pas eu de fécondation, c'est là qu'on va avoir la baisse justement de progestérone, ce qui va venir stimuler là, les hormones pour avoir les menstruations. Donc, les clés à retenir en ce qui concerne l'estrogène, premièrement, c'est un moment où vous avez plus de résistance au stress. Donc, face aux mêmes situations, vous allez avoir moins de sécrétion de cortisol. Donc, c'est souvent un moment où est-ce que votre corps va moins réagir fortement lorsque vous allez avoir plus de situations stressantes. C'est pourquoi c'est un bon moment des fois dans son horaire pour se mettre un petit peu plus de charge, un petit peu plus d'entraînement, un petit peu plus de meetings, des choses comme ça. Il va avoir aussi un impact sur le sommeil, donc une régulation circadienne de la mélatonine et de la sérotonine qui sont influencées par l'estrogène. L'estrogène a un gros impact aussi sur votre régulation corporelle. C'est un peu pourquoi on peut voir des femmes là, qui vont rentrer dans la préménopause, qui vont avoir des journées avec plus d'estrogène, moins d'estrogène, qui vont avoir des bouffées de chaleur.
Donc voilà, c'est pourquoi des fois, là, on a des petites problématiques au niveau du sommeil quand on rentre dans le cycle de la femme aussi. On peut se dire que c'est relié à la mélatonine là, qui est influencée par ça. Un autre petit signal du corps que on a peut-être une petite rencontre naturopathique à faire et qu'on veut justement aller stabiliser nos hormones le plus possible. L'estrogène fonctionne un peu moins bien avec l'insuline. Donc, l'insuline, c'est l'hormone qui permet au glucose de rentrer dans la cellule pour faire de l'énergie. Donc, voilà, c'est un moment qu'on a peut-être un petit peu moins besoin de glucides là, dans notre vie. C'est pas une question d'aller s'empêcher de manger des glucides du tout, mais on peut juste se dire que c'est la période où est-ce qu'on en a besoin un petit peu moins, contrairement à la phase lutéale que je vais aborder après. Perturbateurs endocriniens, plastiques et cosmétiques. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que votre corps produit déjà des estrogènes. Et puis, qu'est-ce que c'est des perturbateurs endocriniens? Mais souvent, ça va être justement des xénoestrogènes. Donc, ça va souvent provenir du plastique. Souvent, le plastique chauffé, ça va être la façon la plus commune là, qu'on va absorber là, des xénoestrogènes. Donc, si vous chauffez vos contenants pour vos repas dans le micro-ondes, dans un Tupperware en plastique ou peu importe quel autre contenant en plastique, des fois, ça va être les planches à découper aussi, là, le couteau là, qui va comme permettre là, une petite libération au niveau de la planche dans votre nourriture. Ça a l'air de rien, mais c'est problématique au niveau des études et tout. Les cosmétiques, mais aussi tout ce qui va contenir une odeur, donc qui va être synthétique. On va parler autant de shampoing que de crème, de savon, de parfum, de produits pour la peau, mais aussi des produits qu'on va mettre dans nos vêtements, que ce soit des brumes ou des détergents pour les vêtements, bref, tout ce qui est odeur synthétique qui peut provenir aussi des cosmétiques va contenir des xénoestrogènes. Donc, qu'est-ce que c'est un xénoestrogène? C'est un composé qui a été construit en laboratoire, mais moléculairement, il est assez similaire à l'estrogène. Donc, qu'est-ce que ça fait un xénoestrogène quand on le consomme? Eh bien, ça vient faire que cette petite molécule-là qui a été faite en laboratoire est tellement similaire à l'estrogène qui va venir prendre sa place sur la cellule. Donc, il va venir bloquer ses fonctions et il va avoir peut-être une accumulation là, justement à ce niveau-là, puis qui va faire que ça va causer un surplus d'estrogène là, qui ne devrait pas avoir lieu à cause que ça vient justement de l'extérieur. Il commence à voir si on a une dominance estrogénique, donc on a un surplus d'estrogène ou une mauvaise balance avec la progestérone. Et il va avoir souvent la prise de poids qui va être plus reliée au niveau des hanches et des cuisses. Donc, vous allez voir une personne là, qui va être relativement mince ou peu importe son poids, mais au niveau de la distribution sur le corps, c'est un peu là que là, on voit le côté visuel là, de comme la majorité du poids est mal attribué. Il va plus se concentrer aux hanches et aux cuisses. Il peut y avoir aussi la douleur au sein qui va être souvent là, justement dans le cycle féminin, là, plus qu'on s'approche des menstruations qu'on va avoir, là, des douleurs au sein, on peut comprendre là, qu'on a une mauvaise balance au niveau de l'estrogène, ce qui va causer ces douleurs-là. Puis les clés à retenir au niveau de la progestérone. Donc, la progestérone, donc c'est la deuxième partie de votre cycle, un petit peu avant vos menstruations. Le cortisol va utiliser les mêmes matières premières que celles nécessaires pour la production de la progestérone. Donc, c'est une clé à garder en tête que lorsque vous approchez de votre phase lutéale, donc après votre ovulation, là, autour du jour 20 jusqu'à jour 28, eh bien, de limiter le stress le plus possible. Pourquoi? Parce que plus que vous allez avoir de production de cortisol, plus que vous allez avoir de difficultés à aller faire une belle qualité au niveau de la progestérone, de une bonne quantité aussi, là, si je peux dire. Et voilà, donc si vous voulez avoir un bon équilibre pour la progestérone, c'est de se garder en tête là, que on limite le cortisol le plus qu'on peut. On a besoin d'un peu plus de glucides aussi. Donc, c'est un moment où est-ce que, justement, on a plus de craving alimentaire. L'insuline est un petit peu plus haute. On peut se
se donner le droit là, d'avoir des glucides. Par contre, on essaie de garder en tête un petit peu plus de fibres pour stabiliser l'insuline là, le plus possible. Alors, c'est un moment où est-ce qu'on est un peu plus résistant à l'insuline. Mais voilà, donc on évite les grosses doses de sucre, mais on peut manger plus de pommes de terre, de riz, de fruits, des choses comme ça là, qui vont pas nous causer plus de problématiques que d'autres choses. Une autre clé à retenir au niveau de l'équilibre de la progestérone et de l'estrogène, la constipation aussi. Il y a une mauvaise détox au niveau du foie de l'estrogène peut venir justement perturber l'équilibre. Donc des fois c'est pas une question de est-ce que votre corps fait trop d'estrogène, est-ce que vous absorbez des xénoestrogènes au niveau de votre peau, de les odeurs et tout ça, les produits synthétiques dont on parlait, les parfums, mais aussi au niveau de notre corps. Donc, des fois, notre corps a une difficulté à aller sortir ces estrogènes-là. Peut-être qu'on a besoin de support au niveau, justement, de notre foie. Donc, la détox hépatique, le corps, la possibilité du corps de sortir là, ces estrogènes-là qui ont fait ce qu'il y avait à faire dans le corps, mais qui peuvent parfois être réabsorber une deuxième fois au niveau du côlon ou des intestins là, par le système digestif si il reste là un petit peu plus longtemps qu'il devrait y être. Donc, on évite là, justement de bloquer nos portes de sortie, nos émonctoires. On a besoin d'avoir un bon équilibre à ce niveau-là pour que justement on ait une balance au niveau de l'estrogène et de la progestérone qui est correcte. Et aussi, une progestérone basse peut être la raison là, d'une hyperestrogénie. Donc voilà, est-ce qu'on est capable d'aller faire une belle progestérone à cause, peut-être c'est justement le cortisol qui est un petit peu trop élevé, qui vient faire qu'on a des symptômes de trop d'estrogène, mais c'est pas nécessairement la problématique, l'estrogène. C'est pour ça que quand on parle d'équilibre hormonal, des fois c'est complexe parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent venir causer là, ces problématiques-là. Donc, on essaie de cibler justement où est la problématique. Et c'est pour ça qu'en rencontre naturopathique, on a un peu plus de façon de vous aider parce qu'on comprend un petit peu plus qu'est-ce qui se passe avec les questions qu'on vous pose. Donc, tous les questionnaires, là, ça a lieu pour une bonne raison. Aujourd'hui, on va parler aussi des pathologies. Donc, qu'est-ce qui va être relié à ces problématiques-là. Lorsqu'on a un déséquilibre hormonal, ça peut nous apporter ces pathologies-là qui sont pas un peu plus graves, mais qui vont parfois être un peu plus problématiques dans nos vies, qui vont avoir des impacts un petit peu plus grands. Donc, une des plus populaires que je vois là en rencontre, ça va être les ovaires polykystiques qui sont de plus en plus populaires. Et je les attribue majoritairement à autant les parfums, les xénoestrogènes, mais aussi beaucoup l'insuline. Donc, qu'est-ce que c'est les ovaires polykystiques? Mais c'est un déséquilibre, autant métabolique que endocrinien, qui va affecter l'ovulation, vos hormones sexuelles, l'insuline et parfois même aussi votre système nerveux. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un excès d'androgènes. Ça va causer des cycles irréguliers de l'acné, de la résistance à l'insuline, donc de la fatigue, mais aussi ça va être quelque chose qui va être très typique au niveau des poils. Donc, souvent, ça va être des femmes qui ont un petit peu plus, ça peut être juste sur les bras, sur les jambes, un peu plus de poils forts, mais souvent même c'est des femmes qui vont avoir un petit peu plus de moustaches ou qui vont avoir des poils là, qui vont pousser au niveau du visage qui n'étaient pas là avant. Il y a aussi l'alopécie, qui peut être justement une alopécie androgénique, qui est un peu plus reliée à la testostérone, qui va avoir un petit peu, des personnes vont avoir un petit peu moins de cheveux au niveau de la tête. Donc, qu'est-ce qui est important pour avoir un impact au niveau de ça? L'approche naturopathique qu'on peut utiliser, balancer les assiettes, donc balancer les repas avec des fibres, des protéines et des bons gras. Les ovaires polykystiques, ça va être relié, c'est ça, à la mauvaise gestion de l'insuline. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'insuline a justement un grand impact au niveau des symptômes. Donc, on veut vraiment venir travailler ça. C'est super important là, pour aider les ovaires polykystiques. Qu'est-ce que c'est les symptômes de la résistance à l'insuline? Mais il y en a plusieurs, mais souvent, ça va être des personnes qui vont être très fatiguées parce qu'ils ont une mauvaise gestion de leur énergie. Donc, on se rappelle, l'insuline, c'est l'hormone qui permet aux glucides de rentrer dans les cellules. Donc, on peut avoir des gros pics
d'hyperinsulinie, donc des moments où est-ce que vous avez beaucoup de glucides qui va causer un peu d'inflammation, que ça peut être justement le même, on peut se rendre jusqu'au diabète le prédiabète et le diabète là, plus tard dans la vie, là, souvent. Mais la résistance à l'insuline, c'est la première étape de tout ça. Donc, pour stabiliser cette insuline-là, c'est important d'avoir un peu de tout dans l'assiette. Donc, parfois, ça va être des personnes qui vont manger peut-être un petit peu trop de glucides qui vont être transformés, donc qui vont s'absorber rapidement. Et puisqu'on a plus souvent qu'on a justement des rapidités d'absorption au niveau des glucides. Donc, tout ce qui va être justement farine blanche ou qui va contenir beaucoup de sucre au niveau de la fréquence, qui va avoir beaucoup d'impact sur la résistance à l'insuline sur le long terme. Donc, d'ajouter des fibres dans l'assiette, focuser sur justement les viandes de bonne qualité avec les légumes, l'huile d'olive, tu sais, le régime méditerranéen, c'est un très bon outil là, pour les personnes qui vont avoir les ovaires polykystiques. On aime aussi beaucoup les exercices, fait autant en zone 2 qu'en musculation, mais chaque façon de bouger va être très utile. On garde en tête que les muscles, c'est le seul organe du corps qui n'a pas besoin d'insuline pour aller absorber de glucose. Donc, ça peut avoir un bon impact, là, justement, de dire après avoir mangé, d'aller prendre une marche ou de faire une séance de musculation. Ça va aider l'équilibre de l'insuline et de l'énergie. Donc, ça va permettre d'avoir moins d'effets là, de trop intense au niveau de notre énergie, donc beaucoup de ail et de l'eau. Puis les plantes régulatrices qui vont venir aider justement les ovaires polykystiques. On va parler de berbérine, mais aussi de sauge et de thé vert qui vont avoir des effets aussi antioxydants, mais qui vont limiter là justement ces problématiques-là. La berbérine qui vient aider la régularisation de l'insuline. Donc, au niveau de la vie, ça peut avoir plusieurs différences au niveau des symptômes. Donc, quand on est adolescent, on va parler d'hyperandrogénie. Donc, c'est plus là où est-ce qu'on va voir les problématiques au niveau de la testostérone. Et puis, 25-30 ans, l'hyperandrogénie encore, mais c'est plus l'infertilité, tandis que l'adolescence, c'était plutôt les cycles irréguliers là, qu'on voyait. Vers 45 ans, les intolérances aux hydrates de carbone. Donc, c'est là qu'on est dans la problématique là, au niveau de la résistance à l'insuline et peut-être même du prédiabète, là, dépendamment de la sévérité. Par contre, on garde en tête, on n'est pas des médecins, donc c'est pas nous qui va aller faire aucun diagnostic. On n'est pas en mesure de faire ça, mais ces personnes-là devraient être suivies là, justement par un médecin. Et puis là, plus tard, en vieillissant, c'est là qu'on vient aller un petit peu plus loin là, dans l'intolérance aux hydrates de carbone et qu'on se retrouve avec un diabète de type 2. Donc, pour faire suite à ça, on va parler de l'endométriose, qui est une inflammation chronique au niveau de l'endomètre, en dehors de l'utérus. Ça va causer énormément de douleurs. Donc, les personnes qui font de l'endométriose, ils ont souvent beaucoup de problématiques dans leur vie reliées à ça. Donc, des fois, ça peut même être très débilitant dans leur vie. Ils peuvent avoir des énormes pertes de sang aussi. Ils peuvent avoir beaucoup de problèmes au niveau de l'infertilité, beaucoup de déséquilibre hormonal justement dans ces phases-là. Ils peuvent avoir un ventre là, énormément gonflé là, dû à toute l'inflammation que ça va venir causer. Les approches qu'on peut avoir, c'est beaucoup d'anti-inflammatoires naturels. Donc, autant les oméga 3, du curcuma, le thé vert, le gingembre, tout ce qui va être coloré. On essaie le plus possible d'aller garder un équilibre au niveau de notre estrogène. Il faut soutenir le foie, c'est très important. C'est lui qui va venir traiter là, tout ce qui est au niveau des hormones, donc les excès hormonaux aussi, c'est lui qui doit se débarrasser de ça et les transformer en déchets. C'est sûr que d'aider aussi le corps à trouver les sources d'intolérance, ça va aider à limiter l'inflammation. Donc, dites-vous que si vous êtes quelqu'un qui pensait faire de l'endométriose, des fois, de faire le test, de limiter certains aliments que vous croyez que vous avez l'impression que ça va empirer votre situation. Des fois, ça peut venir soutenir le corps dans
dans l'équilibre là, au niveau de l'inflammation pour pas causer encore plus de tort. C'est sûr qu'il y a des tests aussi qu'on peut aller faire pour voir là, au niveau alimentaire si on a des problématiques. Donc, un petit visuel au niveau de ça, les signes et symptômes de l'endométriose, donc douleur très intense, ça peut être aussi au niveau des selles, de la miction, des rapports sexuels, la fatigue, parce que ça prend beaucoup d'énergie là, pour passer à travers de ça, problème d'infertilité, vous pouvez même avoir des douleurs au niveau sciatique là, durant vos règles, là, étant donné là, le gonflement des tissus et tout ça, on peut avoir là, une compression reliée là, qui est un peu au même niveau là, que l'utérus. Il peut avoir indigestion, diarrhée, constipation, nausées, des saignements douloureux et abondants, même entre les règles. Pour terminer avec le syndrome prémenstruel, donc ça, c'est énormément présent dans nos vies et c'est ça qui est dangereux des fois parce que les gens croient que, étant donné que c'est fréquent et qu'ils ont ça depuis qu'ils sont jeunes, que c'est normal. Par contre, c'est pas le cas. Donc, un déséquilibre multifactoriel de la progestérone et de l'estrogène. Donc, c'est un débalancement hormonal, tout simplement. Les gens vont être fatigués, vont avoir des sautes d'humeur, souvent de l'anxiété, aussi beaucoup d'envie alimentaire. Donc, principalement, souvent, ça va être du sucré, ballonnement, ça va être la rétention d'eau là, qui va être causée par l'excès d'estrogène. Donc, comment qu'on fonctionne quand on veut travailler le syndrome prémenstruel? Eh bien, les anti-inflammatoires naturels, comme on en a parlé un petit peu avant, donc les oméga 3, le thé vert, le gingembre, toutes ces choses-là, tous les aliments que vous pensez qui sont colorés, qui proviennent de la terre, donc pas d'une boîte ou d'un sac, là, le plus possible, s'il vous plaît. Les tisanes aux feuilles de framboisier ou gingembre et citron. Il y a plein de choses là qui existent là, présentement pour justement vous aider aussi avec l'équilibre au niveau de l'estrogène. Donc, dans votre deuxième phase, la phase lutéale, le moment où est-ce que le syndrome prémenstruel va briller de tous ses feux, on essaie d'aller équilibrer avec l'estrogène. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'est pas censé avoir un pic d'estrogène dans cette partie-là. Donc, c'est important de justement soutenir son foie pour essayer d'aller aider la détoxification de l'estrogène. Donc, aider son corps à se débarrasser de cet estrogène-là et de pas avoir une réabsorption intestinale. Donc, vous allez revoir là de quoi je vous ai parlé à ce niveau-là, mais voilà, le soutien du foie, limiter la constipation, limiter le stress aussi, l'alcool, les excès de sucre et aussi des oméga 6 pour éviter là, les crampes. Après ça, là, au niveau des prostaglandines durant lorsque vous avez vos menstruations. Et les symptômes les plus communs, on va parler d'irritabilité, d'anxiété, de dépression, les douleurs musculaires, difficulté de concentration, gonflement des seins, ballonnements abdominaux, sautes d'humeur, fatigue et maux de tête. Donc, quand je vous parlais qu'on aime beaucoup la progestérone, et voilà, donc c'est une hormone qui est calmante. Pour celles d'entre vous qui ont déjà été enceintes, si vous pensez à votre dernier trimestre, lorsqu'on est très avancé, là, on a vraiment un syndrome on appelle ça faire son nid. Donc on lave des vêtements, on prépare on prépare des petits plats congelés, puis on est très très maison, très on s'occupe un petit peu de tout ça, mais c'est justement un des symptômes d'avoir énormément de progestérone en circulation. Donc, c'est vraiment une hormone qui est là pour faire qu'on se calme. Mais quand on est dans le syndrome prémenstruel, eh bien, on n'a pas ce petit sentiment-là et on a beaucoup plus de dérégulation au niveau de l'humeur. Donc, c'est ce qui cause tout ça. Quoi faire pour aller stabiliser le plus possible toutes ces belles hormones-là ensemble? Parce que toutes les unes et les autres vont s'influencer. Donc, souvent, plusieurs choses vont vous aider. Et majoritairement, souvent, qu'est-ce qui est le fun en naturopathie, c'est que quand vous allez apporter un changement, vous allez avoir une incidence directe sur qu'est-ce que vous voulez faire, mais vous allez aussi influencer positivement d'autres problématiques. Donc, c'est un petit peu le cas là pour la progestérone et l'estrogène. Donc, fibre, on veut
premièrement, on veut détoxifier l'estrogène, mais aussi on veut éviter de trop stimuler l'insuline. Donc, on veut garder une stabilité au niveau de la faim, des cravings, de votre énergie. Et ça, les fibres vont vous aider à faire ça. Donc, on garde en tête tout ce qui contient beaucoup de fibres. On va parler de légumineuses, d'avocats, de tout ce qui est légumes aussi, donc des brocolis, des choux, les crucifères vont vous aider énormément le soutien de votre foie pour la détoxification naturelle. Les probiotiques aussi pour certaines personnes justement qui vont souffrir de constipation, parce qu'on veut pas réabsorber notre estrogène pour justement déstabiliser tout ça. Donc, les probiotiques vont vous aider au niveau intestinal. Ils ont une bonne influence aussi sur votre régulation hormonale. Donc, ils jouent un rôle aussi au niveau de toutes vos bonnes bactéries dans vos intestins. Donc, ça peut être des probiotiques que vous allez utiliser en pharmacie ou directement avec votre naturopathe. Par contre, ça peut être quelque chose qu'on peut avoir au niveau des aliments fermentés qui vont contenir naturellement des bonnes bactéries, donc des probiotiques. On veut essayer de limiter le stress le plus possible, malgré le fait que c'est pas toujours possible. Par contre, on peut travailler sur sa résilience au stress. Donc, comment devenir plus fort face au stress? Une des meilleures façons que j'aime parler de la résilience au stress, c'est des exercices. Tout ce qui va vous faire bouger va vous aider à devenir plus fort et plus résilient face au stress. Donc, vous allez moins répondre fortement aux mêmes situations stressantes. Vous allez voir le stress, ça va pas vous rendre différent face à ça, mais ça va vous permettre d'avoir moins de grosses réactions. Si je peux dire. Donc, c'est une très belle façon là, de s'aider, d'intégrer un petit peu plus là, de sport dans sa vie. Quand on parle de limiter le stress aussi, on pense qu'on n'a pas vraiment d'impact là-dessus parce que souvent, on va penser que c'est le stress du travail, alors qu'on a souvent très peu de contrôle dans notre travail. Par contre, on peut faire tout ce qu'on peut pour éviter les autres stresseurs. Oui, il y a le stress émotionnel, mais il y a aussi les stress qu'on va nous-mêmes induire dans notre corps avec de l'alcool, tu sais, qui peut être un peu plus fréquent malgré le fait que c'est pas nécessairement des grosses doses à chaque fois, mais des fois c'est la fréquence, tu sais, c'est un travail de plus qu'on demande à notre corps de faire. Des fois, ça va être des grosses doses de sucre là, qui vont arriver là, sans nécessairement être nécessaire, loin de là, qui va faire plus d'effets graves sur notre corps qu'on le croit. Des fois, ça va être le manque de sommeil qui peut venir, dans le fond, mettre des bâtons dans les roues au niveau de nos fonctions. Donc, ça va venir nous faire travailler, encore une fois, un peu plus fort. On n'aura pas le temps de faire tout ce que notre corps il y a à faire la nuit. Donc, durant le sommeil, il y a la régénération, il y a la stabilisation au niveau du cerveau, de votre mémoire, la consolidation au niveau justement des souvenirs de tout ce qui s'est passé durant la journée. Bref, il y a énormément d'activités au niveau du sommeil. Par contre, si vous vous couchez constamment tard parce que pour X, Y raison, bien, sachez que ça va être un peu plus difficile au niveau de votre cycle menstruel. Il y a aussi les jeûnes qui sont très populaires et qui ont tout de même leur place là, durant la vie des personnes. Par contre, lorsqu'on voit une personne là, qui est très stressée et qui a des gros enjeux familiaux ou au travail ou qui a X, Y situation dans leur vie, c'est peut-être pas le moment d'aller faire des jeûnes. Donc, il faut garder en tête que tout ce qui est un apport calorique moindre va avoir une demande supplémentaire sur le corps. Et au niveau du long terme, ça peut avoir des incidences là, sur... dans le fond, mettre le corps un petit peu plus en mode survie. Alors là, oui, ça peut avoir des impacts autant sur l'ovulation, l'infertilité. Là. Tu sais, il faut garder en tête, la reproduction, c'est pas quelque chose qui est nécessaire là, quand le corps est en guerre. Donc, ça peut être une des fonctions qui va être coupée par le corps là, quand on n'a pas assez de calories ou qu'on a justement un stress qui est chronique. Donc, chronique, c'est le mot à retenir ici. C'est pas parce que vous prenez de l'alcool une ou deux fois par mois ou du sucre ou faites un manque de sommeil ou quoi que ce soit. Ici, la problématique, c'est vraiment les trucs
qu'on fait qui sont moins bonnes pour notre corps sur une base plus quotidienne. Donc, est-ce que vous buvez de l'alcool 3-4 fois par semaine? Donc oui, là, ça peut être un problème. Même chose pour le sucre, même chose pour le manque de sommeil. Si vous mangez 800 calories du lundi au vendredi, mais c'est sûr que ça peut apporter un problème au niveau là, de vos fonctions reproductrices parce que votre corps, il doit fonctionner avec ce que vous lui donnez, mais si vous le donnez peu, ben ça se peut qu'au niveau de l'énergie, au niveau de justement de votre cycle, là, c'est là qu'on va écoper le plus. L'obésité aussi peut être problématique là, au niveau des hormones. Pourquoi? Parce que plus qu'on a de tissus graisseux, mais plus qu'on peut avoir une sécrétion d'inflammation qui est plus importante. Donc, ça peut aller exacerber certains symptômes. C'est important de soutenir son foie. Encore une fois, notre magnifique foie, il y a 1001 fonctions. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et puis, justement, plus qu'il va avoir de travail à faire que parfois, si on le soutient pas bien, que justement on a un manque de sommeil, qu'on a tous ces stresseurs-là, une alimentation qui est peut-être moins bien équilibrée, ben voilà, il va avoir moins de fonctions pour faire qu'est-ce qu'il y a à faire, pour justement détoxifier toutes les choses qu'on lui envoie, mais aussi tout ce qui est hormonal. Donc voilà, on veut limiter là, d'avoir trop d'estrogène, on veut l'aider à aller faire une belle sortie au niveau de l'estrogène et des autres hormones. Bien sûr, les émonctoires, donc toutes vos portes de sortie, autant la peau que les poumons, que on veut tout que il n'y ait pas aucun blocage nulle part. Donc on va peut-être intégrer, des fois ça peut être, est-ce que vous pouvez le faire toujours, tu sais, toujours avoir justement un bon mouvement dans votre vie, une bonne hydratation, le plus qu'on peut, ça sera jamais parfait, c'est correct aussi. Par contre, si vous voyez que vous avez beaucoup de problématiques durant la phase lutéale, donc vous êtes une personne qui avait des problèmes avec votre syndrome prémenstruel, mais peut-être que la phase lutéale, ça serait justement peut-être un moment où est-ce que vous pouvez focuser plus sur le soutien de votre corps pour soutenir vos portes de sortie. Donc, on va parler justement de la constipation. Si vous assurez peut-être de manger un peu plus de fibres durant cette période-là, de manger plus de crucifères pour bien soutenir le foie. Ça peut être les compresses d'huile de ricin, donc qui vont peut-être pouvoir venir vous aider. Donc de mettre un petit peu d'huile de ricin, l'appliquer sur votre foie. Toujours vérifier avec votre pharmacien ou votre médecin si c'est pas une problématique pour vous. Mais après ça, d'aller mettre une source de chaleur là pour justement supporter votre foie dans la détox. On garde en tête que le foie, c'est l'organe qui est le plus chaud dans tout le corps, donc il fonctionne à 40 degrés. Tout ce qui est chaleur va venir l'aider énormément. Donc voilà, la production de bile, de garder assez de bons gras aussi dans votre quotidien pour éviter que cette bile-là soit stagnante, donc qu'elle reste accumulée trop longtemps. Toujours la garder en fonction, en mouvement. Ça veut dire d'avoir des bonnes sources de gras un petit peu au quotidien avec des noix, des œufs, des avocats, de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Il y a plein de bons gras là qui vont justement pas provenir de soit ça peut être des huiles chauffées, des huiles transformées. Là, il y a tellement de choses. Dès qu'on va parler d'alimentation transformée, souvent il va y avoir beaucoup d'ingrédients qui vont causer peut-être un peu plus de problématiques. Donc on garde le régime méditerranéen là, qui va toujours être bien utile dans les fonctions du corps. Maintenant, au niveau de la supplémentation, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir s'aider? Le magnésium, il y a plusieurs formes maintenant, là, on les connaît. Il y a le magnésium malate, le magnésium L-thréonate, le magnésium, c'est ça. On aime particulièrement le magnésium biglycinate ou glycinate qui va venir soutenir les fonctions du foie, qui va venir détendre le système nerveux et le système musculaire aussi. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui ne voulait pas avoir de supplément, vous pouvez toujours utiliser les bains au sel d'Epsom, dans le fond, qui est une source de sulfate de magnésium qui va s'absorber de façon cutanée là, dans l'eau chaude. Donc ça, c'est pas une problématique. Évitez seulement de prendre de l'oxyde de magnésium là, qui sert pas à grand-chose parce qu'il est pas absorbé là, de façon efficace. Si vous êtes quelqu'un qui souffrait plus de
constipation, le magnésium citrate peut être très intéressant pour ça, pour régulariser au niveau des selles. La L-théanine qui va aider le système nerveux quand on veut justement travailler un petit peu plus le stress. La vitamine B6 particulièrement ou les complexes de vitamine B, donc qui vont contenir plusieurs sources de vitamine B1, 2, 3, jusqu'à 12. Donc ça va vous aider au niveau de votre énergie, de votre détoxification, de comment votre corps va gérer les glucides. Donc ça peut être une bonne forme de supplémentation, surtout si vous prenez une forme là, hormonale là, pour empêcher d'être enceinte. Donc autant la pilule que tout ça, là, ça peut nous aider, ça peut aider notre corps là, à avoir un petit peu plus de sources parce que les hormones synthétiques comme ça vont nous empêcher là, de bien absorber certaines vitamines, particulièrement les vitamines B. Donc, c'est très important là, d'aller se supplémenter. Si jamais vous avez ça, vous pouvez vérifier avec votre pharmacien. Et puis, le Vitex ou les feuilles de framboisier, donc ça va souvent, ça peut être les feuilles de framboisier en tisane ou en teinture. Le Vitex, ça peut être souvent en teinture ou en capsule. Donc, le Vitex va favoriser la production de progestérone, va aider justement là, à l'équilibre du cycle. Par contre, si vous prenez du Vitex, faites attention, si vous prenez justement les contraceptifs hormonaux, ça a un petit peu l'effet inverse. Après ça, vous avez le DIM et le calcium déglutarate. Le DIM, qu'est-ce que ça fait? Ça favorise la détox de l'estrogène. Donc, si vous êtes quelqu'un qui vous voyez qui avait beaucoup de symptômes d'hyperestrogénie, le DIM va vous aider là, à vous faire un meilleur équilibre là, justement avec l'estrogène. Donc, ça va aider le corps à mieux sortir cet estrogène-là. Le calcium déglutarate va aider aussi à empêcher la réabsorption au niveau intestinal. Donc, c'est une belle façon justement de garder un bel équilibre progestérone et estrogène. J'aime bien aussi le N-acétylcystéine, donc communément plus appelé le NAC, et ainsi que les oméga 3 et le gingembre. J'ai toujours l'impression que c'est un must dans notre maison. Donc, les oméga 3, si vous êtes quelqu'un qui mangeait beaucoup, peut-être plus transformé, voilà, on a besoin d'avoir un bon ratio oméga 6 et oméga 3. Si vous êtes quelqu'un qui mangeait beaucoup de poissons gras, c'est peut-être pas nécessaire, mais si vous ne mangez pas beaucoup de poissons, pas beaucoup de noix ou voilà, on veut garder le plus d'oméga 3 possible, étant donné qu'il y a tellement de sources d'oméga 6 maintenant dans nos vies. On a tendance à manger vraiment beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3, donc c'est important de garder un bon ratio. Si vous êtes quelqu'un qui mange des chips, des biscuits, des choses comme ça au quotidien, les oméga 3 vont vous aider à avoir un petit peu un meilleur ratio en même temps que vous baissez là, vos sources d'aliments transformés. Le gingembre va être un très bon anti-inflammatoire aussi, donc ça peut être très utile là, quand vous avez peut-être des douleurs menstruelles ou peut-être des symptômes d'endométriose. On veut toujours aller chercher le plus d'anti-inflammatoires qu'on peut. C'est une belle façon d'avoir une bonne digestion aussi. Très, 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 très bon pour votre corps. Et le NAC, qui est dans le fond un anti-inflammatoire naturel selon moi. Pourquoi? Parce que vous allez donner des bonnes clés de construction à votre corps et à votre foie pour aller vous construire un meilleur glutathion. Donc, c'est le premier bloc de construction de votre glutathion qui est l'anti-inflammatoire de préférence de votre corps. Donc, c'est votre foie qui fait le glutathion et le NAC va vous aider à avoir un bon glutathion produit dans le corps. Donc, c'est super intéressant là, pour utiliser ça. Et notez bien que la supplémentation, c'est super, ça vient nous aider là, sans contredit. Par contre, l'hygiène de vie va toujours rester primordiale. Donc, si vous êtes quelqu'un qui se dit que vous allez commencer par la supplémentation et que peut-être qu'après l'hygiène de vie va suivre, mais vous n'aurez peut-être pas exactement là, les résultats escomptés parce que les deux sont très importants, mais voilà, l'hygiène de vie, c'est ce qui va faire le plus gros du travail. Donc, j'ai mis un petit visuel au niveau là, du régime méditerranéen. C'est plus facile qu'on pense l'introduire dans sa journée. Essayez de pas toujours vouloir que ça soit parfait. Ça risque d'être un peu plus difficile là, quand on se met un petit peu plus de stress sur les épaules, mais voilà, on peut toujours intégrer des aliments là, dans la journée, puis après ça vient avec le temps, mais
on se fait confiance puis on se laisse le temps un petit peu. Pour gérer son stress, on le sait, on a plusieurs façons de le faire. La clé, c'est de les faire pour vrai puis de les utiliser. Donc, les massages, le rire, on peut se faire des automassages aussi là avec les pieds, avec les mains. On peut travailler son oxygénation, de prendre des grandes respirations. Excusez-moi. D'aller faire des exercices respiratoires, c'est super d'aller faire des exercices respiratoires au niveau de la respiration, c'est une des meilleures choses pour venir stimuler votre nerf vague, parce que votre nerf vague, quand vous prenez des grandes respirations très, très, très profondes, vous allez pousser dans votre diaphragme, donc vous allez venir gonfler votre ventre quand vous respirez, ce qui va stimuler votre nerf vague et va envoyer un message à votre corps de sécurité là, au niveau du cerveau. Donc, tout votre système parasympathique va s'enclencher et ça va aider votre corps là, à sortir justement du mode de survie, du stress. Donc, les exercices de cohérence cardiaque, de respiration profonde, tout ça, c'est très important pour limiter le stress. S'amuser aussi, avoir du plaisir le plus souvent on peut pour sortir tout le temps là, justement du stress qui est un peu plus chronique. Le yoga, ça va être super là, pour travailler ses tensions et son harmonie. Écouter de la musique, danser, chanter, j'adore ça. De la lecture aussi, ça va vous aider à décrocher beaucoup de stress, surtout avant le sommeil. Ça va vous aider, ça va vous préparer là, pour avoir un sommeil qui va vous détendre. Le sport, encore une fois, ça va travailler beaucoup de choses, autant votre santé mentale que votre transit intestinal, votre inflammation, mais aussi votre stress. Donc, c'est une très, très, très bonne façon d'intégrer ces outils-là. Voilà, donc beaucoup de choses qu'on peut venir faire. C'est juste important d'en intégrer un petit peu à tous les jours. Voilà, j'ai quelques petits livres à vous présenter si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans le dossier. L'incroyable pouvoir de nos hormones par Franca Parianen. Donc, c'est un livre très intéressant là, si vous voulez en apprendre un petit peu plus là, justement sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour impacter vos hormones. Et puis aussi En phase avec mes hormones de Marjorie Malgras. Donc, si vous voulez travailler avec un guide là, justement qui est plus sur le cycle féminin. Et aussi un livre qui n'est pas nécessairement sur les hormones sexuelles, mais plutôt sur votre gestion du glucose. Donc, quand on vous parle d'insuline et comment justement impacter votre stabilité face à ça. Donc, éviter la résistance à l'insuline, ça peut être un livre là, qui peut être très intéressant pour ça. Merci beaucoup d'avoir écouté ce webinaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram à stephanie.naturopathe. Sinon, par courriel à stephanieinse@outlook.com. Très bonne journée!